Bon alors, qu'est-ce qu'il y a sur Twitch aujourd'hui? Tiens, c'est quoi ce jeu vidéo là? Lost Ark? On va aller regarder. Voilà, Eh, qu'est-ce qu'il mais te je faut? le Je crois qu'il faut que je connais ramasse des lui. trucs dans le coin. Mais c'est Cédric. Ah, je savais pas qu'il faisait des streams. Hey, salut Rémi, comment tu vas? Bienvenue. Merci, ça va, super. Quelque part, mais allons sur notre nuage magique. Ah bah voilà, c'est juste à côté. Eh oui, je fais des streams, ouais, effectivement, ouais. Bah, comme tu peux voir, je suis un gros fan de jeu et j'en profite pour faire du stream. Bah, bienvenue à toi en tout cas, merci pour ton follow. Mais d'ailleurs, ça me rappelle que on avait parlé de faire une interview tous les deux. Ouais, ouais, carrément, carrément, je suis prêt, ouais. Avec plaisir, on en avait parlé. C'est quand tu veux. Pas mal ton matos en fait. Bah qu'est-ce que tu T'as fais là? 4 écrans. Bah, tu Ah m'as bah, dit de venir. bah écoute, bah bienvenue. Bah, merci. Alors, c'est là où tu streams alors. Exactement, c'est ça. C'est mon petit coin. Ok, super. Bon, bah, si t'es chaud, alors on y va. Bah ouais, ok, bah let's go Ok. alors, ça marche. Go. Bah, du coup, merci Cédric de Bah, m'accueillir chez toi, bah, avec plaisir. sachant que c'était pas du tout prévu du coup. Bah oui, c'est ça, ouais. En tout cas, je suis impressionné par tout le matériel que tu as. On peut le voir là derrière. Effectivement, ouais, ça fait un petit peu de matériel, ça fait un peu de sous, mais c'est ma passion, donc du coup, ça m'aide aussi bien pour mon travail. Pour rappel, donc du coup, Cédric est expert en Google Ads, C'est ça. donc les publicités sponsorisées qu'on voit sur Google hein, quand on cherche un mot. Les premiers sites qu'on voit en général, c'est C'est de la pub. de la publicité. Du coup, aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce que tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Oui, exactement, avec De, plaisir. de ces publicités-là, justement. Donc là, ça fait, tu m'avais dit, c'est en 2019 donc, que tu as commencé à vraiment travailler sur Google Ads, Alors non, c'est ça? moi je travaille sur Google Ads depuis 2014, D'accord. mais on va dire que mon statut d'indépendant, je l'ai commencé vraiment en 2019. Ça fait depuis 2019 que je travaille avec des clients qui me font confiance sur la gestion de leur campagne Google Ads, mais Mhm. pas que quoi. D'accord, donc depuis 2014 du coup, tu travailles sur Google Ads. Comment t'es arrivé là-dedans? Alors c'est un peu particulier, j'ai un parcours un peu atypique, enfin, j'ai fait un BTS en informatique il y a longtemps, ensuite j'ai bossé, j'ai eu des périodes d'activité et de non-activité. Ensuite, la vie a fait que je me suis retrouvé dans un métier qui avait absolument rien à voir. Je travaillais dans les ambulances, j'ai travaillé pendant 10 ans et je me suis dit, bah, je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Donc D'accord. j'ai rebondi, j'ai suivi une licence pro pour du coup devenir rédacteur référenceur web, donc dans l'université de Mulhouse, qui est donc la seule licence diplômante de France. En tout cas, ça l'était à D'accord. l'époque. Et à l'issue de laquelle j'ai travaillé dans une agence web. Pendant justement ce cursus-là, j'étais amené à travailler à faire un stage dans une Mhm. agence web et j'ai commencé à travailler donc dans une agence à côté de chez moi. Agence dans laquelle je suis resté pendant quelques années et Mhm. puis voilà, j'ai rebondi d'entreprise en entreprise, on va Parce que dire. du coup, au début, tu m'as dit que tu faisais du référencement aussi. Ouais, Donc pour rappel, c'est pas les publicités sponsorisées, c'est non, plutôt non, ce qu'on appelle le SEO, ouais, qui est différent du SIA, du coup SIA, voilà. et où on va chercher à monter finalement dans les classements des pages Google en fonction des mots-clés qui sont choisis par les clients, quoi. C'est Enfin, ça, par les exactement. utilisateurs. L'un, ça va être, on va dire, ce qu'on appelle l'organique, Mhm. l'optimisation des résultats de recherche via justement des modifications sur le site web, sur les liens, tout ça. Et l'autre, ça va être de pousser virtuellement des résultats en haut de la liste grâce justement à de l'argent et de l'investissement sur la plateforme Google Ads. Donc toi, au début, tu faisais un peu des deux, et tout de Voilà, suite, tu t'es dit, je préfère faire voilà. la publicité sponsorisée. Exactement, c'était le côté chiffre qui me plaisait le Ouais. plus, le fait de, comment je pourrais dire, d'avoir des résultats aussi tout de suite, parce Mhm. que la différence, c'est que le SIA, quand on lance des campagnes, on a des résultats dès lors, enfin, on a des résultats. On a quelque chose qui apparaît, et que ce soit du trafic ou quoi, dès qu'on a commencé à diffuser, alors que sur le SEO, ça peut prendre des mois et des mois avant d'avoir des résultats qui commencent à apparaître en termes de meilleur positionnement, ce genre de Bon, choses, quoi. en SEO, en général, on dit faut être patient, c'est 6 mois. Mais bon, après, voilà, c'est Voilà, deux types différents de exactement. mise en avant. Mais en tout cas, donc tu as commencé par ça, tu t'es tout de suite plutôt orienté vers le SIA Exactement. et tu as travaillé dans deux agences différentes, tu m'avais dit. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai travaillé dans deux agences qui sont des agences qui sont
de la région. La première agence, c'est vraiment l'agence dans laquelle j'ai pu faire mes premières armes, où je suis passé de stagiaire à junior, de junior à senior. J'étais même, on va dire, adjoint au responsable du pôle SIA. Donc, on avait en charge de gérer l'ensemble des comptes de l'agence web et de prendre des décisions stratégiques concernant ces comptes. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une deuxième agence qui était un petit peu plus loin de chez moi, où j'ai travaillé pour une très grande marque de montres suisse. C'était principalement mon client, pour lequel je travaillais au sein de cette agence-là. Un peu un grand compte, quoi. C'est ça, c'était un grand compte, oui. Il dépensait plusieurs millions de dollars à l'année. D'accord. Donc, juste pour remettre dans le contexte, hein, tu es passé en quelques années de, tu étais ambulancier, ou en tout cas, tu étais en charge d'ambulance. C'est ça. Tu te dis, OK, il faut que je change, ça va plus. Ouais. Tu t'inscris à Mulhouse pendant 1 an sur du référencement naturel et publicitaire. Exact. Ça te passionne. Tu vas dedans, dans une agence. Donc, une première, et ensuite, au bout de quelques années, boum, tu as un client qui dépense plusieurs millions par an. C'est ça, exactement. Donc la deuxième agence, incroyable. c'était vraiment une explosion parce que je me suis retrouvé à devoir gérer les comptes d'une très très grande marque de montres pour l'ensemble des marchés mondiaux. Donc que ce soit la France, les États-Unis, des pays aussi d'Asie, avec toute la complexité que ça peut apporter. Alors, attends, tu faisais des publicités sponsorisées en japonais, par Alors exemple. j'étais sur Yahoo Japan, enfin Yahoo, parce que je m'en sers plus, mais effectivement, dans certains pays d'Asie, en fait, tu n'as pas Google Ads, mais tu as une autre plateforme, tu as Baidu. Voilà, j'étais sur Baidu, j'étais sur Yahoo Japan, je crois, c'est ça. Donc, j'écrivais pas les textes, bien entendu, parce que je ne parle pas le japonais, je ne parle pas le coréen, ni le thaïlandais, toutes ces langues-là. Par contre, j'avais des contacts dans chacun des marchés et je mettais en place des annonces en anglais et j'avais, on va dire, des traductions qui étaient faites pour justement créer des annonces dans les langues locales, quoi. Ouais, donc ça devait être hyper passionnant. Ouais, c'était vraiment passionnant, quoi. Et puis du coup, des rencontres aussi super intéressantes avec des gens de l'autre bout de la planète, quoi, tout simplement, qui parlent le même langage que toi, même si c'est pas la même langue, mais en tout cas qui comprennent le langage que tu utilises sur Google Ads et la publicité en général. Puis même, tu es monté en compétences parce que tu utilisais d'autres moteurs de recherche, ça t'a fait découvrir plein de choses. C'est ça, ouais, toutes les complexités et toutes les particularités de chaque moteur. Par exemple aussi, le fait de faire des campagnes sur des publicités écrites en japonais où les caractères du coup comptent pour un demi-caractère, je crois. Enfin, il y a un truc comme ça où du coup on est limité dans l'espace des caractères qu'on peut utiliser dans les annonces. Et c'était vraiment très très intéressant, très enrichissant. Et puis ça m'a permis vraiment de monter en puissance de mon côté, quoi. Et après de te lancer, donc. Exactement. Et donc c'est là en 2019 par contre que tu t'es lancé. Exactement. Ça, la date. Voilà, exactement. Un premier client qui a bien voulu me faire confiance. Tout ça, c'est, on va dire, un parcours professionnel un peu atypique, j'ai envie de dire. Mais en fait, quel parcours est vraiment typique, si tant est qu'on puisse le dire. Où en fait, du coup, j'ai eu l'occasion de me mettre à mon compte, d'avoir déjà un premier client. J'ai été aidé par le fait que quand j'ai quitté mon emploi dans l'agence, j'ai bénéficié des allocations de Pôle emploi pour du coup compenser le début, et puis voilà, il est le temps de te lancer, de te faire une clientèle, et puis ça met du temps, quoi. Et puis voilà, maintenant... Du temps, mais c'est assez rapide quand même, parce que tu m'as dit, là, en 2 ans, aujourd'hui, tu peux en vivre. Ah oui, clairement, aujourd'hui, je ne vis que de ça. J'ai plus d'autres aides à côté. 100% de mon revenu et 100% du revenu de ma famille, en fait, vient du coup de mon activité. Donc ma femme n'est pas obligée de travailler, on peut s'occuper de notre fille à la maison et puis avoir cette chance de pouvoir profiter de la vie d'une autre façon. Okay. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je peux en vivre, je peux dire que je peux en vivre. D'accord, incroyable. Et donc tu travailles pour qui? Pour ceux que ça peut intéresser, ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, tu travailles pour quel type de clientèle? Est-ce que tu travailles uniquement en France, par exemple? Alors non, je ne travaille pas uniquement en France, je travaille à l'international, donc principalement en France, mais j'ai notamment un gros client aux États-Unis qui est sur le marché immobilier américain, avec lequel je travaille depuis le début de l'année. D'accord. Donc c'est super intéressant parce que du coup en plus c'est un autre business, un autre marché, quoi, le marché américain.
Je travaille avec, on va dire, c'est principalement du B2C, donc B2C, donc professionnel à particulier. Ouais. Donc dans de l'e-commerce, dans de l'acquisition de leads, donc dans le marché automobile, que ce soit dans la vente de produits directement sur des sites e-commerce, dans la création de leads pour justement derrière déclencher des ventes Ouais. offline, on va dire. Ok, d'accord. Voilà, et puis ouais, c'est principalement sur le marché français, mais avec justement un petit peu d'international. En fait, tu as gardé la fibre internationale que tu as eue quand tu travaillais pour cette marque de montres, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. Et ouais, donc du coup, c'est vraiment super intéressant. Et de découvrir en plus la mentalité, enfin, si on peut parler de mentalité, mais la façon dont ça fonctionne à l'étranger. Mhm. Parce que, ok, Google Ads, c'est la plateforme, tout ça, mais à côté de ça, il y a la mentalité du pays qu'il faut comprendre aussi, parce que c'est pas Bah ouais, juste t'appuies sur des boutons. la manière dont les clients réagissent, C'est c'est ça peut-être pas, ils exactement. n'attendent pas la même chose aux États-Unis qu'en France. C'est ça. Et puis de s'adapter aussi sans être sur place, à comment les utilisateurs américains vont faire pour rechercher un bien, etc. Et de se mettre dans la peau, on va dire, D'un Américain, en d'un fait. Américain, c'est ça Ouais, exactement, quoi, ouais, mais c'est hyper intéressant, pour être le plus pertinent possible. hein. Ok. Et du coup, donc, ça nous permet de mieux comprendre un peu qui tu es. Ouais, Mais maintenant, en fait, si tu veux, j'ai des questions. Ça s'appelle 1 minute 30 pour répondre. Donc, j'en ai plusieurs. waouh, ok, Et le but, voilà, c'est de traiter des sujets assez précis qui peuvent donc nous intéresser, ceux qui nous regardent et moi-même. d'accord. Voilà, par rapport à ton cœur de métier, donc à Google Ads. Donc, je vais prendre un chrono, je vais te chronométrer pour que chaque réponse dure 1 minute 30. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose du coup de concis en Mhm. retour pour que ce soit clair et consistant pour ceux qui nous regardent. Ok, Du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. ouais. Comment fonctionne Google Ads de manière générale? Alors la plateforme Google Ads, c'est une plateforme qui va permettre à des annonceurs qui souhaitent du coup augmenter leur visibilité sur les résultats de recherche, mais pas que, de participer à un système d'enchères en achetant des mots-clés. Euh, Là, je parle du réseau de recherche, c'est-à-dire un utilisateur qui va faire une recherche sur Google, par exemple une paire de chaussures de sport. Tu vas avoir des annonceurs qui vendent des chaussures de sport et qui vont acheter par exemple basket de sport. Le mot-clé, ils se disent, moi je veux apparaître quand les gens tapent ça. Et ils vont dire combien ils vont vouloir dépenser, grosso modo, ou alors ils vont utiliser des stratégies d'enchères intelligentes. Et plus tous les annonceurs vont être mis en concurrence à l'instant où l'utilisateur va faire ses requêtes. Ouais, Et parce qu'il y en a plusieurs forcément qui vendent des chaussures exactement, de sport. il y a de la concurrence. Et du coup, en fait, ben, ça va être l'enchère gagnante qui va être mieux positionnée et D'accord. qui va permettre d'avoir son résultat plus ou moins haut. Alors ça, c'est pour faire simple, parce qu'après, il y a d'autres facteurs effectivement qui rentrent en ligne de compte. Est-ce qu'on veut être absolument tout en haut ou est-ce qu'on veut juste mieux convertir et utiliser du coup la puissance des algorithmes de Google pour justement aider à atteindre les objectifs. D'accord, mais en gros c'est ça. Et du coup, j'imagine plus on met d'argent dans les enchères, plus on a de chances d'être premier quand le mot C'est est ça, en tapé. fait, on définit un budget qu'on est prêt à dépenser tous les mois et on définit un objectif, ça c'est super important, ça va être de définir l'objectif parce que sinon on peut vite dépenser de l'argent pour Hmm. rien. Alors il y a l'objectif business, il y a l'objectif des campagnes et le but c'est que les deux se rencontrent en fait, Ok. que l'objectif des campagnes sert à l'objectif business quoi. Ok, super. Bah écoute, t'as tenu dans les temps. Nickel. Et tu me parles d'objectifs, ça tombe bien, ça va bien avec la question suivante. Est-ce que tu peux nous donner un peu les étapes de ton travail? Donc, je vais remettre le chrono à zéro. Les différentes étapes que tu vas avoir quand tu vas tomber chez un client, Mhm. ton process de travail pour arriver à un résultat, qu'il ait du trafic sur son site internet par exemple. Bah, généralement, je fais le tour déjà de l'existant. Est-ce que le client a déjà un compte? Le client n'en a pas? Qu'est-ce que je vais devoir créer? Généralement, il y a du tracking qui est mis en place. Donc, c'est bien d'avoir du trafic, mais si on ne sait pas ce que font les utilisateurs derrière, ben, c'est dommage parce que on n'a pas de retour. Et l'objectif, c'est de pouvoir suivre les actions des utilisateurs. Donc, on va s'occuper de pouvoir de pouvoir suivre ces actions sur le site grâce à, par exemple, à suivre des événements, genre la personne a cliqué sur tel bouton et elle a Mhm. visité telle page, etc. Donc il y a la partie tracking, mise en place aussi de Google Analytics pour du coup, s'il n'y a pas déjà de présent pour le compte, Ok. c'est de pouvoir analyser le trafic du site dans sa globalité, tout canal confondu, et pouvoir
analyser ça a posteriori. D'accord. Donc le diagnostic, la mise en place de Google Ads et Analytics Exactement. pour pouvoir traquer justement le mouvement. Voilà. La partie tracking, ça va être un peu un lien entre Google Ads et puis l'analyse qu'on va faire a posteriori, se dire, bon, ben voilà, on arrive à atteindre l'objectif qu'on veut, ou on se rend compte que les utilisateurs s'arrêtent en milieu de parcours. Ce genre D'accord, de donc choses. il y a aussi ça, donc définir des objectifs, j'imagine, du coup, dans le Exactement. process. Et ensuite, tu lances la campagne, ça y est. Ça dure combien de temps à peu près? C'est sur combien de temps ça? Bah alors après, il n'y a pas véritablement de fin. Généralement, c'est souvent une stratégie complémentaire, le fait de passer par de la publicité sur Google Ads. Donc généralement, les utilisateurs savent que, enfin, si tu arrêtes de faire de la publicité, tu perds 80% du trafic que te D'accord. générait ta publicité, quoi. Donc C'est les gens ne reviennent pas. après, c'est continu. Voilà. Et par contre, j'imagine, tu fais des rapports réguliers sur comment ça évolue. Voilà, exactement. Je suis en contact avec mes clients de façon régulière, donc c'est-à-dire qu'on échange soit par téléphone, soit par mail. On discute des évolutions, parce que je ne traite pas uniquement juste la partie Google Ads au sens gestion de la campagne. Je vais les accompagner aussi sur les pages d'atterrissage vers lesquelles on renvoie les utilisateurs. Est-ce qu'elles sont propices à la conversion? Est-ce que le tunnel de conversion est fluide? Est-ce que je ne rencontre pas des freins en fait, et je les conseille, et j'essaie de leur apporter mon expertise. D'accord, donc il y a aussi l'accompagnement du coup. C'est ça, c'est un va avec. accompagnement global. Je ne me limite pas juste effectivement à appuyer sur un bouton et à dire let's go les campagnes, et puis voilà. Et puis c'est parti. Ok, super, ben, je te remercie. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelles entreprises peuvent prétendre à utiliser Google Ads? Parce que j'imagine il y en a plein qui nous regardent et qui se disent ouais mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi ou pas? Est-ce qu'il y a un budget minimum? On a souvent tendance à entendre parler, voilà, il a mis 2000 euros, 3000 euros par mois. On peut dire, c'est un peu le côté pervers de la chose, c'est que la plateforme elle est accessible à n'importe qui. Donc en fait, demain, si toi tu as envie de faire des campagnes et de dépenser 10 euros par jour, tu peux. À la fin du mois, tu auras dépensé 300 euros. Tu peux faire des campagnes à partir de 300 euros. Il faut déjà du coup ça soit on va dire en raccord avec ce que tu veux. Le côté pervers de la chose, c'est que comme c'est une plateforme accessible et qu'on peut y mettre très peu d'argent comme beaucoup d'argent, on peut assez rapidement dépenser son argent et ne pas avoir de résultats. Tout simplement parce qu'elle est, à mon sens, accessible techniquement parlant. Elle propose des choses qui permettent à tout le monde de pouvoir lancer sa propre campagne. Mais en fait, il y a toute la partie stratégie, analyse du besoin, des objectifs. Si derrière, il n'y a pas un professionnel qui s'en occupe, on a vite fait de dépenser de l'argent pour rien, en fait, et de gaspiller son argent sur la plateforme. Donc, il n'y a pas véritablement de minimum. Ça va être à la hauteur de ce que tu es capable de dépenser, bien entendu. Alors, moi, je ne travaille pas avec tous les clients. J'ai choisi de travailler avec une certaine typologie de clients, en tout cas en termes de budget. Tu prends combien, toi, de minimum, pour exemple hein? Moi, je travaille avec des clients qui sont prêts à dépenser un minimum de 2000 euros sur la plateforme par mois. Donc, ça nous donne un ordre d'idée, mais au moins, on sait que voilà, il n'y a pas de minimum pour rentrer avec le budget qu'on va mettre en ads. Par contre, toi, tu recommandes fortement d'avoir un minimum de compétences techniques et si vous ne les avez pas, de passer par un professionnel. C'est ça, exactement, parce qu'il faut prendre en compte l'argent qu'on va dépenser sur la plateforme, l'argent qui va servir à payer la personne qui va s'en occuper. Si vous n'êtes pas vous-même formé à le faire, et c'est un métier à part entière, du coup, généralement les annonceurs n'ont pas le temps de faire ça, et c'est pour ça qu'ils délèguent ça à un professionnel. Tout ça, ça rentre, on va dire, c'est le coût global, ça va être ça, donc il faut compter effectivement une enveloppe minimum à dépenser sur la plateforme, plus le coût de la personne qui de l'expert qui va l'accompagner. Voilà, ou alors du temps qu'on va passer à s'entraîner dessus. C'est toujours ça, pareil. exactement. De quel domaine d'activité viennent les entreprises qui veulent faire du Google Ads? Alors, il y a de tout domaine en fait. Tu as des domaines de niche, tu as des domaines, ça peut être du B2C, donc du site e-commerce pour la vente de, je sais pas, de vêtements, d'accessoires, de pièces automobiles. Ça peut être dans même tout simplement des entreprises qui veulent vendre des véhicules et qui du coup cherchent à avoir du lead pour derrière décrocher des contrats de vente avec des clients. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être vraiment... Enfin, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite. La seule limite... Les artisans aussi, par exemple? Oui, bien sûr, les artisans. Alors, les artisans, les petites entreprises, c'est encore une catégorie à part. Oui et non, dans le sens où souvent, ils n'ont pas beaucoup de budget à dépenser sur la plateforme et ils ont encore moins de budget à dépenser pour quelqu'un qui s'en occupe. C'est compliqué du coup pour cette partie-là, mais bien entendu que même eux peuvent tout à fait être présents. Un fleuriste peut très bien être présent sur Google Ads parce qu'il a envie de faire la promotion de sa boutique au niveau local,
parce que bien entendu, il ne va pas rayonner sur toute la France, mais il va vouloir être présent, on va dire, à quelques kilomètres autour de sa boutique. Donc, bien entendu, c'est accessible aussi bien au petit artisan qu'à la grande multinationale qui va dépenser des milliers d'euros par jour. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde peut s'y retrouver, quoi. À Exactement. partir du moment où on prend le temps, on a un budget, on s'y retrouve. C'est Enfin, ça. on peut s'y retrouver. Ok. Exactement. Alors ensuite, la question suivante, c'était, j'ai pris l'exemple d'une entreprise, donc dans l'immobilier, Ouais. parce que tu connais ça assez bien. Ton client, justement, aux États-Unis est dans l'immobilier. Mhm. Je voulais savoir, du coup, si tu pouvais nous dire comment ce type d'entreprise-là, dans ce secteur, l'immobilier, peut justement se servir de Google Ads, pour qu'on ait un exemple concret Ouais. de comment Ouais. ça fonctionne, pour bah, gagner en visibilité, par exemple, ou justement, tu nous diras les différents objectifs qu'il peut avoir. Alors pour l'immobilier, par exemple, faut savoir, par exemple, aux États-Unis, il y a, même pas qu'aux États-Unis, mais en l'occurrence pour ce client aux États-Unis, il y a, on va dire, deux grands marchés. Il y a le marché des gens qui veulent acheter une maison et il y a le marché des gens qui veulent vendre leurs biens. Aux États-Unis, du coup, il y a un système qui est en place. Généralement, ça passe par des agents et du coup, les agents prennent des commissions. Et l'objectif de mon client aux États-Unis, qui propose, on va dire, une solution avec des coûts fixes, c'est de réussir à attirer des gens qui veulent vendre leurs biens immobiliers, à passer par leur plateforme pour justement vendre leurs biens et au lieu de payer 3 à 6% du bien immobilier, de payer entre 100 et 500 dollars moyennant des services supplémentaires sur une plateforme pour mettre en vente leurs biens immobiliers. Donc là, on a vraiment une partie vente directe en ligne, mais on a aussi la partie lead qui va permettre en tout cas à des gens qui sont intéressés de vendre leurs biens mais qui ne sont pas encore décidés à faire le pas de mettre leur carte bleue, de devenir un lead qui va être appelé ensuite par l'équipe commerciale immobilière pour essayer de leur vendre le bien immobilier. Donc ça, c'est par exemple pour la partie purement je veux vendre mon bien et du coup, je passe par là. D'accord, donc si j'ai bien compris, pour résumer, en gros, grâce à Google Ads, tu vas ramener des clients sur le site internet. Et là, il y a deux choix. Soit il achète un pack pour vendre sa maison plus simplement. On Ouais. pourrait imaginer en France que c'est des formations pour savoir comment vendre son bien par soi-même. On peut imaginer, hein. Et de l'autre côté, par contre, on peut récupérer ses coordonnées pour le rappeler plus tard, par exemple, et pour le convertir plus tard. Donc, soit de la vente directe, le pack, la vente directe du pack, soit de la vente future. C'est ça. Ok. Et après, si on ramène ça sur le marché français, on peut imaginer aussi que des agences immobilières en France peuvent se servir de Google Ads pour, par exemple, des gens qui veulent estimer leur bien immobilier. Moi, demain, j'ai envie de vendre ma maison, mais je ne sais pas combien elle vaut. Du coup, je vais passer par un professionnel qui va être là pour estimer mon bien. Du coup, je vais, par exemple, taper sur Google estimer ma maison, et puis du coup, je vais voir des résultats qui vont me renvoyer vers des agences, qui vont me proposer d'estimer mon bien, soit directement en ligne, soit via quelqu'un qui va se déplacer chez moi. Et du coup, c'est un moyen pour ces agences-là, par exemple, de mettre la main sur un prospect qui, pourquoi pas, ouais. qui serait intéressé de vendre leur bien et peut-être passer par cette agence finalement pour faire la vente et dire, bon ben voilà, ok, maintenant je sais combien vaut ma maison, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que vous puissiez m'aider à vendre ma maison, quoi. Ouais, et l'avantage, c'est que là, tu tombes pile au bon moment, quoi. C'est quand il cherche Exactement. que tu lui donnes C'est la valeur. c'est la particularité du réseau de recherche, c'est d'être présent au moment où il y a une intention de recherche. Mais ce n'est pas l'unique axe, effectivement, en Google Ads, on n'est pas que sur le réseau de recherche. Ok, bah justement, en parlant de ça, quels sont les différents types de campagnes qui peuvent être menées? Tu m'as beaucoup parlé de leads. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus et puis nous dire aussi quels sont les autres types de campagnes? Alors, on peut avoir des campagnes pour des sites e-commerce. Je vends un bien directement sur un site web où les gens peuvent aller au bout du process avec leur carte bleue et du coup le produit est expédié. Donc là, on va faire des campagnes e-commerce soit sur le réseau de recherche, c'est-à-dire dans les résultats Google, donc les annonces qu'on voit dans les résultats, ou sur le réseau shopping de Google. Ouais. Donc c'est les petites vignettes où on peut voir les produits qui sont à vendre. Avant même de cliquer sur le site, c'est ça, tu les Voilà, vois on au-dessus. voit Ouais, exactement ok, ouais. le Google Shopping. Donc ça, c'est un type de campagne Mhm. où on va utiliser un inventaire de produits qu'on va mettre en avant via un flux et qu'on va proposer sur les résultats en fonction La pertinence. de la Ouais. pertinence. Hein. Il y a la pertinence du titre du produit avec la requête de l'internaute. Donc ça, c'est vraiment vente directe. Voilà, ça c'est de la vente directe. Ok, ensuite, On des leads, a, tu m'as dit? on a du lead, effectivement, où là, on va amener les gens sur une page d'atterrissage dont l'objectif va être de pousser les gens à prendre contact avec l'entreprise Ouais. pour ensuite être rappelés et ensuite déclencher une vente offline.
D'accord. Par exemple, pour l'achat d'une voiture, on ne va pas acheter une voiture sur Internet. Par contre, on va émettre l'envie de changer de voiture et on va se dire, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter le nouveau SUV de telle ou telle marque. Et donc, du coup, je vais aller sur le site parce que ça me parle bien. J'ai été convaincu de la page d'atterrissage. Je suis prêt à laisser mes coordonnées pour qu'on me recontacte, pour qu'on essaye finalement de me proposer un bien qui pourrait me satisfaire. Et finalement, la vente se fera par téléphone, un contrat sera signé, et du coup, le lead sera devenu un client. Ouais, donc là, il y a d'un côté le e-commerce vente directe, ensuite les leads, c'est de la vente moyen-long terme en fait. Après, il y a donc, pour tout ce qui est notoriété, il y a le réseau display aussi, des campagnes dites display d'affichage, où là, en fait, on ne va pas se baser sur les mots-clés que vont taper les utilisateurs, mais on va se baser sur des comportements d'utilisateurs, sur des intérêts que les audiences ont, pour justement les cibler et leur proposer du coup je vais dire des bannières qui D'accord. vont du coup présenter votre produit, votre service, votre entreprise, faire du brand awareness, donc en gros de la notoriété de marque ou de la mise en avant de produits, alors que l'utilisateur est en train de naviguer sur, je sais pas, son site d'actualité favori, mais qui fait partie du réseau de Google, et du coup qui va afficher votre publicité. Vous l'avez tous remarqué quand vous avez visité un site, des fois vous retrouvez de la publicité un peu partout. D'accord, donc là, c'est bien la différence par contre qui est quand même notable. C'est que quand on tape pour des leads ou de la vente directe, les gens tapent je veux des chaussures de sport ou en tout cas chaussures de sport, ils tombent dessus. Le display, c'est asymétrique. En fait, ils ne sont pas en train de rechercher ça forcément Exact. et on va leur proposer. Ouais. Oui, j'ai une question, donc c'est sur le retour sur investissement. Est-ce que une entreprise qui se lance dans Google Ads peut espérer un certain retour sur investissement parce qu'on entend, tu sais, des fois, il faut un minimum de, je sais pas, moi, 50% de retour sur investissement, enfin 150%, pardon. Mhm. Est-ce que c'est cohérent? En fait, il y a plein de facteurs qui vont en fait moduler en fait enfin, le besoin et le niveau du retour sur investissement. Ça va être propre à chaque entreprise. Et ce qui va conditionner aussi ce ROI, ça va être aussi plein de facteurs, mais qui ne sont pas nécessairement directement Google Ads en fait. Ça va D'accord. être la pertinence de la page d'atterrissage et du coup sa capacité à faire convertir les gens. Ça va être aussi la qualité du produit, est-ce que c'est un secteur de niche, est-ce qu'il y a du volume de recherche, plein d'éléments qui vont faire que on va avoir peut-être très peu de gens qui vont chercher, mais les gens qui vont chercher sont peut-être plus souvent des gens qui vont aller au bout du process. Et puis après, il y a toute la notion de coût fixe aussi, parce que selon les entreprises, selon le produit, on a des marges plus ou moins importantes, on a des coûts fixes plus ou moins importants, et le ROI ne va pas être le même. J'ai un client qui va par exemple avoir un ROI de 4, mais donc ça veut dire que pour 1 € dépensé, il en fait rentrer 4. Mais Donc là, on pourrait se dire c'est génial. c'est génial. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut se dire. On se Ouais. dit c'est rentable. Mais en fait, c'est pas suffisant pour lui parce que l'ensemble de ses coûts plus la marge qu'il dégage par produit, derrière, il a besoin de sortir un ROI qui est supérieur à 7 pour D'accord. justement, on va dire, gagner de l'argent véritablement en fait. Parce que effectivement, oui, la campagne, elle est rentable en soi. On a dépensé 1 €, on en a rentré 7. Mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est effectivement le coût des salaires, Ouais. la marge qui n'est pas forcément importante sur certains types de produits, surtout notamment quand on est revendeur où on a une marge qui est peut-être plus réduite. Et à contrario, par contre, ceux qui, par exemple, vendent des services peuvent se permettre, j'imagine, en général, d'avoir un ROI plus faible. Après, ça va être en fonction du marché, parce que par exemple, quand on vend des formations, on en a à tous les prix, par exemple. Ça va être le temps qu'ils vont investir. Là, ça va être plus difficile à quantifier parce que c'est plus de l'humain en fait. Ok. Ça va être le temps que le formateur va investir dans la formation, ce que ça va lui coûter en humain vis-à-vis le coût qu'il va avoir, qui va facturer la prestation, moins ses charges fixes, pour que du coup derrière il puisse se dégager, on va dire, un revenu positif quoi. D'accord, ouais. Donc en fait, si vous voulez justement vous lancer dans des ads, des publicités sponsorisées, il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas juste l'argent que vous allez mettre et celui que vous allez recevoir en direct sur les publicités, Ouais, mais il y a tout ce qu'il y a derrière à prendre en compte. Surtout si exactement. on est dépendant des ads. Bon, il y a des structures qui le Ah, il y a sont des plus que structures qui d'autres. Ouais. sont 100% dépendantes des Ouais. Google Ads. Et si demain, pour une raison ou une autre, Google décide de suspendre leur compte pour X ou Y raison, mais en fait, c'est des entreprises qui se retrouvent dans une très très grande difficulté parce que c'est leur canal d'acquisition principal. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête au niveau du retour sur investissement. On change un peu de sujet.
Mais on reste d'ailleurs dans la performance. Avec quoi combinent en général tes clients les Google Ads? Parce que c'est un moyen justement d'acquérir des clients, des prospects. Avec quoi ils peuvent le combiner pour avoir des meilleurs résultats? Alors, il y a plusieurs choses. D'autres ads sur d'autres Ouais, plateformes, notamment Facebook Ads par exemple. Je prends le cas d'un site e-commerce qui vend des produits physiques qu'on peut acheter et qui, de temps en temps, je sais pas, le Black Friday ou ce genre de choses, ça se prête à son activité, où il fait des promotions ou des jeux concours. Il peut utiliser par exemple Facebook pour, par exemple, mettre en avant sa promotion et donc essayer de récupérer une audience, enfin en tout cas des clients supplémentaires via pas non des gens qui vont aller chercher un produit, qui vont aller taper Black Friday chaussures de sport par exemple, mais des gens qui vont utiliser le réseau social Facebook et qui dans le feed d'actualité, parce qu'ils font partie d'une audience qui est jugée pertinente pour cet annonceur-là, qui vont voir la publication sponsorisée sur Facebook, qui vont se dire ah ben tiens c'est chouette, telle marque fait telle promotion pour le Black Friday, ça m'intéresse, je clique sur la publication Facebook, je suis redirigé vers la page de promotion du site web et du coup, je génère, on va dire, un trafic supplémentaire, moyennant bien entendu un budget aussi, sur mon site pour essayer de faire convertir des gens qui ne sont pas en phase de recherche, mais qui peuvent être intéressés et qui ont vu votre publicité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est d'accord, ouais. pour des ads. Ça ressemble un peu au display, un petit peu. Ouais, C'est un peu l'idée, c'est quoi. un peu l'idée, mais on passe du coup par les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, on peut viser une autre audience parce que c'est pas forcément ceux qui vont aller taper, comme tu disais, sur le moteur de recherche, qui vont être intéressés sur les réseaux sociaux. Enfin, tu peux toucher plus de personnes. À côté donc de Facebook Ads, il y a aussi l'optimisation des landing pages, donc les Mhm. pages d'atterrissage. Parce qu'en fait, généralement, quand je travaille avec des clients, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce qu'on renvoie les gens. Si on renvoie les gens sur un site web qui est un site vitrine, qui n'est pas du tout fait pour faire convertir les gens et où les gens peuvent aller n'importe où sur le site, finalement, on a une très grosse déperdition du trafic payant et donc un faible taux de conversion. Alors, juste pour indication, en gros, la page d'atterrissage, c'est tout simplement quand on va cliquer sur la publicité sponsorisée, on va Ouais. arriver sur une page, c'est celle-ci. Et la conversion, ça va être quand la personne qui atterrit dessus va faire une action. Par exemple, rentrer son mail ou faire un achat. Une action intéressante pour l'annonceur Mm. qui du coup peut être valorisée. Et donc mon accompagnement, du coup, s'ajoute, on va dire, enfin, il y a une partie d'accompagnement qui est sur l'optimisation de landing page, voire la création de pages d'atterrissage en français, pour justement avoir un tunnel de conversion le plus efficace possible et rentabiliser, optimiser la dépense qu'on va faire sur Google Ads pour générer un maximum de conversion Mm. sur cette page d'atterrissage, que ce soit par exemple de récupérer un lead, généralement c'est du lead, ou un click to call pour par exemple un serrurier qui veut être dans le dépannage. Bah, les gens arrivent sur la page du site, se dire bah, tiens, chez vous en moins de 30 minutes, je clique sur le Mm. bouton et du coup j'appelle. Mais en fait, s'il n'avait pas vu l'annonce, il ne serait pas allé sur cette page et si cette page n'avait pas été convaincante, il n'aurait pas appelé le serrurier. Donc, Ouais, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux être hyper fort en Google Ads et faire venir 100 personnes sur le site. Si le site, il est pourri, clairement, en fait, c'est ça. ouais, Ben, sur les 100 personnes, tu auras juste une personne qui va acheter. ouais. Parce qu'elle ne s'y retrouve pas. Par contre, si toi, tu fais aussi du travail derrière sur les landing pages, sur la page d'atterrissage, tu en auras peut-être 50 sur les 100 qui convertiront. C'est ça, en fait, c'est on maîtrise une plus grande part en fait du process de Ouais. conversion, que ce soit depuis la vision, enfin l'affichage d'une publicité sur par exemple Google Ads, au sur l'annonce, au parcours sur la page d'atterrissage et le fait de la conversion. Et tout ça, bien entendu, avec des outils de tracking qui va permettre de pouvoir dire déjà dans Google Ads vu l'annonce, combien ont cliqué sur l'annonce, donc combien ça nous a coûté, Ouais. combien on fait quelle action sur la page, est-ce que des gens ont cliqué sur tel ou tel bouton, et combien finalement ont donné leur email et envoyé le formulaire, qui est pour moi un lead supplémentaire. C'est là qu'on voit pour les personnes qui veulent s'y mettre, c'est qu'en fait, il y a tout un écosystème. Ça va pas être uniquement Google Ads, juste je mets de l'argent sur un C'est ça. mot-clé et c'est parti. C'est vraiment si on veut performer, et c'est pour ça que c'est intéressant de passer par des professionnels, il faut réfléchir en fait ce que tu appelais le tunnel de vente, mais en fait c'est le parcours que va faire le client, comment on va le mener, du premier clic, par exemple pour les chaussures de sport, au moment où il va cliquer sur une chaussure de sport, il va l'acheter, voir
se rendre compte qu'il l'a acheté et qu'il peut potentiellement acheter à nouveau. Et du coup, d'attendre d'être ciblé pour avoir une promo supplémentaire. Et c'est pour ça, je rebondis sur un point où tu me disais, en fait, quel est le budget minimum Ouais. pour aller sur Google Ads. On se rend compte que finalement, en fait, Google Ads, c'est pas juste de dépenser de l'argent sur la plateforme, ça va être potentiellement de passer par un outil de création de landing page. Donc, par exemple, moi, j'utilise GetLandy, qui est une société française d'ailleurs qui propose un outil spécialisé. C'est un concurrent direct à Unbounce, qui est une plus grosse structure. Et donc, du coup, ça a un coût. Il y a le coût de la personne qui va gérer les campagnes, il y a le coût de la campagne, il y a le coût de... Il y a des coûts, en fait, en plus. Et c'est pour ça que, oui, on peut lancer des campagnes pour très peu par mois, mais on va avoir des résultats à la hauteur de l'investissement Ouais. qu'on est prêt à donner. Et si on a suffisamment d'épaules pour pouvoir avoir de la trésorerie, pour pouvoir investir un budget média et rentabiliser ce budget média grâce à des pages d'atterrissage performantes, plus grâce à une personne experte dans le métier qui va être là pour s'occuper de Mhm. votre business, mais sur Google Ads, ah ben là, oui, effectivement, on peut espérer de meilleurs résultats. Parce que du coup, ce qui est aussi à prendre en compte dans le retour sur investissement, c'est que certes, là, on peut parler de chiffres qui paraissent un peu gros, par exemple, 3 000 euros par mois, 2 000 euros par mois. Mm. Sauf que le début, c'est tu mets de la trésorerie en avance, mais le but, c'est que ça te rapporte ces 2 000 Exactement. euros. Donc finalement, peut-être pendant 3 mois, ça va être un peu dur au niveau de la trésor, mais après, ça va rentrer. On a un peu explosé le temps, mais c'est pas grave, c'était hyper intéressant. C'est aussi ça le but, hein, c'est d'avoir tes retours. Donc c'est pas grave, même si on a fait 8 minutes. J'ai quand même d'autres questions à te poser, parce que c'est hyper intéressant. Alors, toi, comment tu vois l'avenir de Google Ads? Pour des personnes qui commencent, elles pourraient se dire, dans quoi je vais? Toi, tu vois comment, justement, cette évolution de la plateforme, de Google en soi, et puis du Ads? Alors, la plateforme, au début, elle était réservée un peu à une élite geek, j'ai envie de dire, parce que très technique. C'était pas fait pour on va dire, le commun des mortels, parce que justement, c'était très compliqué à appréhender comme outil. C'était pas forcément super ergonomique, et ça fait vite peur. Aujourd'hui, c'est une plateforme qui est devenue beaucoup plus accessible. Donc, demain, quelqu'un qui n'a pas de formation peut assez facilement créer son compte Google Ads, créer ses premières campagnes, définir des objectifs que la plateforme va essayer de comprendre et essayer de dépenser de l'argent le plus efficacement possible. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la complexité, c'est que c'est un robot et le robot va faire des recommandations qui ne sont pas nécessairement toujours en accord avec vos objectifs business. Donc, on tend de plus en plus à des stratégies d'enchères automatisées, avec des enchères, enfin des stratégies intelligentes qui Donc vont une utiliser plateforme le plus accessible, plus quoi. accessible avec du machine learning qui va faire que demain, n'importe qui va pouvoir lancer des campagnes sans passer par un expert comme moi, par exemple, Avec les risques que avec ça les risques engrange, que bien ça sûr, encourt. mais... C'est que, en fait, il va faire confiance à une plateforme, à un robot, à des conseils, sans pour autant que ça soit toujours pertinent pour son activité. Est-ce que en ce moment, puisque tu m'as dit il y a des landing pages, il y a du Facebook Ads, est-ce que toi tu te formes justement en dehors du Google Ads pur sur d'autres domaines d'activité, sur d'autres spécialités? Alors, étant donné que mon accompagnement est global, c'est-à-dire, comme je l'expliquais, je ne me limite pas juste à créer des campagnes, j'accompagne les gens sur la création de landing page, donc je suis à la recherche d'outils qui correspondent à leurs besoins, Mhm. aussi à leur capacité à pouvoir payer un outil supplémentaire. Donc je me forme sur l'utilisation de plateformes comme par exemple GetLandy pour les landing pages, mais également aussi sur tout ce qui est tracking, sur les évolutions du tracking, parce que Google Analytics, c'est une plateforme qui évolue. On était, jusqu'à il y a peu encore, il n'y avait que l'Universal Analytics qui était en place. On a introduit maintenant Google Analytics 4, et puis c'est une façon de penser différente. Donc c'est un peu une sorte de veille, en fait, j'ai envie de dire, Ouais, j'étais entre les constante. deux un peu, Voilà. c'est pas pareil, hein. C'est donc du coup, et tout ça, en fait, ces éléments-là, quand on les met ensemble, en fait, ça aide à pouvoir justement avoir de meilleurs résultats sur vos campagnes. Donc ouais, ça va être de la formation constante sur Ouais, de l'auto-formation ou de la formation constante donc sur des ouais. outils qui vont me permettre de pouvoir mieux exploiter le potentiel d'un client, que ce soit maintenant via Google Ads ou via Facebook Ads ou Twitter Ads, enfin peu importe. Sur tout l'écosystème dont tu nous as parlé en fait, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Est-ce que il y a des choses à surtout pas faire quand on veut faire des publicités sponsorisées et que d'ailleurs comme ça, si un expert vous en parle, vous savez qu'il faut faire attention.
En fait, des choses à pas faire, c'est de ne pas suivre aveuglément les recommandations de la plateforme. Si demain vous décidez de lancer vos campagnes par vous-même parce que vous n'avez pas les moyens de vous payer un expert ou parce que vous jugez que c'est trop cher, tout simplement, oui, vous pouvez lancer vos campagnes, mais il va falloir que vous soyez très attentif aux recommandations que vont faire la plateforme. Parce que la plateforme, elle va faire des recommandations en fonction d'informations que vous allez lui donner. Moi, ce que je veux, c'est, par exemple, générer de la vente. Et il y a on va dire, des bonnes pratiques selon la plateforme qui vont être, par exemple, de faire des campagnes de telle petite stratégie, utiliser la stratégie ROAS. Et en fait, si on les suit aveuglément, encore une fois, c'est ce que je disais, on peut assez facilement dépenser de l'argent et ne pas avoir de retour. D'accord. Il faut toujours que ça soit contextualisé avec son business à soi. Est-ce que c'est pertinent pour son business? Et surtout, est-ce qu'on est capable de suivre une conversion? Est-ce qu'on est capable de pouvoir dire tel utilisateur a cliqué sur l'annonce et est-ce qu'il a converti? Si on n'est pas capable d'aller jusque-là et que ce qu'on veut c'est du lead, mais qu'on ne sait pas quand on a eu un lead Et d'où il vient? et d'où il vient, en fait on ne pourra jamais optimiser ces campagnes, puisque l'algorithme utilise une stratégie d'enchère intelligente, il a besoin de données à manger, on va dire. Voilà, donc ça c'est la fin des 1 minute 30 du coup, questions à 1 minute 30. Ouais. Maintenant on va passer à la troisième partie. C'est une partie que j'aime bien, c'est la partie culture G. Ah. Et je vous invite à participer aussi, hein, à mettre en commentaire si vous avez trouvé ou pas les réponses aux questions. J'ai forcément ciblé du coup dans l'univers Google les questions. Après, encore une fois, hein, c'est pas forcément spécifique à ce que tu fais toi tous les jours. C'est vraiment de la culture G, là, on parle. Hein. Ouais. Donc, c'est pas parce que tu es très bon dans Google Ads que tu connais toute l'histoire de Google. Mais quand même, c'est intéressant. Et la première question, je vais poser ça, que je vais te poser, c'est quels ont été les bénéfices nets de Alphabet. Donc Alphabet, c'est la maison mère de Google, donc qui gère plusieurs entreprises. Quel a été le bénéfice net d'Alphabet en 2020? Je sais pas, plusieurs milliards à 10% près. À 10%, à 10% près. Là, on est sur des milliards d'euros, donc 10% On est sur près. des milliards déjà, ouais. Je sais pas, entre 30 et 50 milliards d'euros pour l'année 2020, je sais pas. Ouais, c'était 40 milliards de dollars. De dollars, pardon, oui, pardon. Mais bon, on se rapproche du coup des 35, je pense, des 30, ouais. Ouais. Mais c'est quand même énorme. C'est des bénéfices nets sur un an pour le groupe Alphabet. Donc je voulais quand même mettre ce chiffre pour qu'on se rende compte vraiment de l'énormité de la chose, quoi. Aujourd'hui, ça montre que beaucoup de gens en sont dépendants, quoi. Ouais, clairement. D'autant plus que je voudrais savoir quelle est la part de Google Ads, justement, dans ces bénéfices-là. En pourcentage? Donc, ouais, à quelle hauteur, en fait, contribue Google Ads, donc ton outil de travail, à faire ce chiffre un peu mirobolant, si on peut le dire? Je dirais que c'est la majeure partie de leurs revenus. Je n'ai pas d'idée précise, mais allez, je vais dire entre 60 et 80%. Ouais, donc c'est 57%. Ah bah, tu vois, donc t'étais pas loin. Ouais. Sachant que là, on parle vraiment juste de Google Ads. S'ensuit YouTube Ads. Ouais. Parce que c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une partie YouTube, en fait, hein, dans tout cet univers-là, que toi, tu m'as dit que tu gères pas trop. Je fais pas trop de campagnes sur YouTube. Bon, après, effectivement, si j'ai des clients qui me demandent de faire de la promotion de vidéos, je les utilise pour des campagnes de vidéos, bien entendu. D'accord, donc voilà. En tout cas, c'est assez conséquent. Ça rapporte pas mal, les ads. Et ça, tu m'en as parlé tout à l'heure, donc je pense que tu vas peut-être avoir, tu vas avoir la réponse. Mais j'ai une carte des sous-continents du monde et avec quels outils moteurs de recherche chaque sous-continent utilise le plus. Je vais la mettre dans la vidéo, vous pourrez la voir. Et je voudrais savoir, du coup, sur certains de ces sous-continents, quel est le moteur de recherche le plus utilisé. Ok. Donc, le premier sous-continent que je vais prendre, ça va être l'Europe. Bon, pour le coup, c'est un continent. Mais quel est le moteur de recherche le plus utilisé en Europe? C'est Google. Ouais. C'est Google, suivi de, je crois, de Bing derrière. Ouais. À combien de pourcents, tu penses? Google, je dirais, ça doit être dans les 90%, voire peut-être même un peu plus, et moins de 10%, ou peut-être entre 10 et 15% pour Bing. Ouais, alors là, c'est 94% pour Google et 2% pour Bing. Ouais, c'est ça. Après, tout le reste, c'est les moteurs.
DuckDuckGo, enfin des moteurs. Yahoo, je crois, il y a aussi, mais ouais. Ouais. Maintenant, en Russie. C'est Yandex. Exactement. Yandex, c'est le moteur. Il n'y a pas Google, je crois d'ailleurs, là-bas. C'est, enfin, en tout cas, pas Il de y a base. Google. Il y a Google, mais Mm. ça représente une plus faible part, mais c'est Yandex qui est du coup le moteur de recherche propre à la Russie. Maintenant, on va voir au niveau de la Chine. Baidu. Ouais, exactement. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est justement Baidu et c'est pas Google? Je crois que c'est aussi politique, il me semble. Ouais, mais Euh, il y a une raison simple, hein, faut pas aller chercher très loin. Pourquoi euh, Google il n'est pas premier en Chine? Bah écoute, là, comme ça, tout de Il est suite. interdit. Voilà. Comme Ah ça, bah au moins voilà, c'est simple, oui, il c'est n'y ouais. a pas Google en Chine. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, effectivement, ils ont aussi du coup leur propre moteur de recherche. Et c'est aussi un moyen de contrôler, on va dire, Ouais, localement ce qui se hein. passe, l'Internet, quoi. Ouais. Bah, et voilà, et puis après, ben, la suite, hein, je vais la faire courte, tous les autres sous-continents, Amérique du Sud, Amérique du Nord, ça c'est Google en fait. Après, on a des moteurs alternatifs qu'on retrouve aussi en France, Mm. qui sont plus respectueux, on va dire, du côté RGPD, comme par exemple DuckDuckGo, qui est un Avec le moteur. canard, ça, non? Ouais, c'est ça, Ok, exactement, ouais. avec le canard. Ouais. Tu les utilises toi des fois? Ils font aussi un système de pub ou... Non, je les utilise pas, non. Ok. Non, non, je suis Google. très Google. Et bon, en même temps, c'est là où il y a le marché, hein, visiblement. Exactement. Est-ce que tu peux me citer trois innovations à venir d'Alphabet? Donc, encore une fois, Alphabet, c'est la maison mère de Google. Ils ont tous ces milliards-là et ils les réinvestissent. Est-ce que tu as une idée dans quoi ils les réinvestissent? Bon, ils font déjà énormément de recherches. Ouais. Je sais pas, je dirais comme ça, la réalité virtuelle probablement. Mhm. Puisque là, en fait, avec l'histoire de Facebook et métavers et tout ça, je Ouais. pense qu'à mon avis, ça doit être quelque chose qui va être aussi du côté de chez Google. Il y a, je crois aussi sur la partie accessibilité, il y a le machine learning aussi. Mhm. Euh, je crois qu'il développe beaucoup, enfin, c'est très présent aussi chez Google et chez Alphabet de façon générale. Mhm. Après, j'ai pas plus d'idées que ça Ouais. sur des. Alors, pour compléter un peu, eux, ils étaient beaucoup sur la réalité augmentée Ouais. avec les Google Glass. Ouais. Et ça a été un peu un flop. Ouais, Bah, très clairement, vous voyez que personne n'en a. Peut-être Ouais. ceux qui voulaient gruger au brevet ou au bac. Mais à part ça, il y en a, personne l'utilise. Ouais. Et c'est vrai que Facebook prend un peu le contre-pied avec la réalité virtuelle. C'est un peu différent. La réalité augmentée, en fait, on reste dans le quotidien, sauf qu'on a des choses qui s'ajoutent à l'écran, entre guillemets, sur les lunettes. Et réalité virtuelle, on est vraiment plongé dans un univers différent. Ils font beaucoup d'investissements sur la voiture autonome. Ah oui. Et ça fait des années et ça se passe plutôt bien. Apparemment, il y a même un État où ils ont pu sortir leur voiture aux États-Unis. Ouais. Donc ça avance là-dessus. Et aussi le quantique. Donc pour faire très court, en fait, ça permettra de faire des calculs hyper rapidement avec l'ordinateur. Récent, ils sont vraiment sur tous les fronts, quoi. Donc tout l'argent qu'ils gagnent de ces ads, il sert à la recherche dans plein de domaines. C'est ça. Et bah, ouais, la dernière question, du coup, pour l'instant, tu t'es plutôt bien débrouillé, je trouve, hein. Bah écoute, apparemment, ouais. C'est presque un sans faute. Est-ce que tu peux me dire, du coup, c'est qui le PDG de Google? Alors, enfin, je le savais. Parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, mais je me rappelle plus de son nom. Je sais que c'est quelqu'un de très grand avec un petit P indien, mais je me rappelle plus de son nom de famille ni de son prénom. Je pense que son nom doit être aussi orienté indien. Enfin, après, je connais pas, mais ça sonne pas américain en tout cas. C'est Sundar Pichai. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas si on prononce comme Ouais. ça, hein, vous m'excuserez, mais en gros, c'est lui. Et c'est vrai que je trouve qu'on le voit moins que les autres. On entend toujours parler de Jeff Bezos, on entend toujours parler de Mark Zuckerberg, on entend toujours parler d'Elon Musk, machin. Ouais. Mais il y en a un qui reste un peu dans l'ombre, je trouve, c'est lui. Oui, c'est vrai qu'on le voit moins, mais par contre, tout ce qui est tout pour les événements Google, on le voit, enfin, il est présent à chaque événement Google. Je crois, j'ai même eu la chance de le rencontrer quand j'étais à Dublin pour un meet d'experts produits. Euh, c'était c'était assez impressionnant, quoi, de cela. En plus en anglais, bonjour. Enfin, En physique, en alors, tu physique, l'as ouais, rencontré, quand ouais. on a sur un meet Google. Monsieur Sundar, du coup, Voilà, Pichai. c'est Ok. ça. Bah, on finit sur une bonne note, du coup. Et vraiment, je veux te remercier pour les conseils que tu nous as donnés.
vraiment pour les entreprises qui sont là, qui nous regardent, les chefs d'entreprise, ça leur donnera des bonnes pistes s'ils veulent s'y mettre. Ouais. Bien sûr, ils pourront te contacter aussi si Bien ça sûr. les intéresse. Maintenant, ils ont un peu l'échelle de budget que tu prends et puis ce que tu fais, ils comprennent un peu mieux. Donc voilà, au plaisir de te voir sur tes streams. Ça marche, bah écoute, avec plaisir, merci à toi d'être venu. Et puis, on se dit à très vite alors. Ouais, ça marche.